tous et bienvenue autour de cette grande table. L'art peut-il s'accommoder du virtuel? On continue aujourd'hui à explorer les effets de la crise sanitaire pour et sur le monde de l'art avec un coup de projecteur sur les musées aujourd'hui et nos invités, le conservateur général du Louvre, Sébastien Allard, et la philosophe Danielle Cohn. Nous serons ensemble à partir de 12h55. Mais d'abord, Laurent Petit-Mangin, de père en fils, ce qu'il faut de nuit est un premier roman, prix Femina des lycéens ou encore prix Stanislas, un premier roman au cœur duquel se déploie la relation père-fils. Édité par la Manufacture de Livres, une petite maison d'édition dont on a envie aussi aujourd'hui de saluer les choix audacieux et généreux par les temps qui courent. Il est toujours bon de rappeler ce que les petits éditeurs font aussi à la littérature. Merci à eux, bienvenue autour de cette grande table, on est ensemble jusqu'à 13h30. La grande table. Olivia Gesbert. Et l'histoire se déroule en Lorraine. Le père, qui est aussi le narrateur, travaille à la SNCF. Il a 2 garçons. Fuss, c'est son surnom, pour Fußball en allemand, surnom donc de Frédéric, adolescent passionné de foot. Et Gilou, c'est le petit frère. La mère est morte d'un cancer. Cette famille va donc se recomposer, va tenter de se trouver à travers ces 3 personnages, ces 3 caractères masculins. Bonjour à vous, Laurent Petit-Mangin. Bonjour Olivia. Merci d'être avec nous. Ce qu'il faut de nuit, très joli titre, mais très énigmatique aussi. Qu'est-ce qu'il veut dire? À quoi faites-vous référence avec ce titre? Est-ce que c'est à cette part d'ombre qui existe en chacun de nous, qui peut nous faire basculer d'un côté ou de l'autre et qui va se révéler avec vos personnages? Je pense qu'on peut le lire sous 2 aspects différents. Un premier, c'est effectivement un clair-obscur, assez classique, qu'on peut voir dans la peinture, qu'on peut voir dans certaines œuvres. Et puis peut-être qu'on peut aussi le lire sur finalement un destin qui doit s'opérer pour qu'on puisse se révéler. Et bon, sans trop dévoiler je dirais la dramaturgie du livre, on peut se dire qu'à un moment donné, il a fallu de la nuit à ce père pour à nouveau complètement aimer son fils. Ce sont vos mots? C'est une voix. C'est une voix qui n'est pas la mienne. C'est une voix d'un père, mais qui n'est pas la mienne, qui n'est pas celle de mon père non plus d'ailleurs. C'est une voix que j'ai tout de suite trouvée, c'est-à-dire que j'ai écrit les premières lignes qui introduisent le roman. Et c'est venu comme ça, cette voix m'a plu tout de suite et j'ai eu envie de la continuer. C'est-à-dire que bon, j'aurais pu à un moment me dire... tiens, on rebascule sur un mode de narration plus classique. Et j'ai eu envie de continuer avec cette voix de cet homme qui me plaisait beaucoup. Et encore une fois, qui n'est pas moi, qui n'est ni mon père, qui était quelqu'un qui se découvre à moi comme ça. Mais qui est la voix d'un père. Alors quand le plus jeune fils de la fratrie va partir étudier à Paris, Fuss et le père se retrouvent seuls. L'atmosphère devient un peu pesante, mais tous deux vont particulièrement chercher à éviter le conflit. On va expliquer pourquoi. C'est que Fuss, le fils, va commencer à fréquenter la jeunesse frontiste et son père, qui lui est inscrit dans une section du Parti socialiste, a bien du mal évidemment à comprendre ce choix, cet engagement nouveau de son fils. Il désapprouve ses fréquentations, mais il ne dit rien. Pourquoi? Ce n'est pas son rôle. Je pense que ce père est sidéré. C'est-à-dire que c'est un père qui a eu le sentiment d'avoir tout bien fait, en particulier depuis le décès de son épouse. C'est un père qui a le sentiment d'avoir mené aussi bien qu'il le pouvait, ma foi, l'éducation de ses 2 enfants. Et quand un de ses collègues de section lui dit « Tiens, on croit avoir aperçu ton fils traîner avec les frontistes », je pense que c'est quelque chose de trop fort pour lui. C'est quelque chose sur lequel il ne peut pas, dans l'immédiat en tout cas, passer outre. On va voir un père pendant un petit moment qui va effectivement vivre en état d'apesanteur vis-à-vis de ce fils, qui n'arrive plus à lui parler, qui
qui peut-être aussi prend conscience de sa fragilité. Et c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est que pour moi, ce père est quelqu'un de très très fort. Je pense que c'est quelqu'un qui s'est engagé, qui a fait des choses fortes dans sa vie, et peut-être qu'à ce moment-là de sa vie, il se rend compte qu'il est un petit peu fatigué, qu'il a pu en tout cas le courage suffisant pour affronter ça avec son fils. On est au cœur de cette Lorraine désindustrialisée, de ces territoires qui sont en pleine mutation aujourd'hui, en perte de repères, dont nous parlent les romanciers, dont nous parlent aussi les cinéastes. D'un point de vue politique, vous écrivez, Laurent Petit-Mangin, les élections, ça fait des années qu'on n'en a pas gagné une. Aucun de chez nous n'a voté Macron, pas plus pour l'autre d'ailleurs. Ce dimanche-là, on était tous restés chez nous, un peu soulagés quand même qu'elle ne soit pas passée. Et encore, je me demande si certains au fond d'eux-mêmes n'auraient pas préféré que ça pète un bon coup. Est-ce que la trajectoire de cette famille, la différence père-fils, elle ne rejoint pas assez, généralement, le paysage politique dans ces territoires, ou une partie du vote lorrain ces dernières années? J'avais envie quand même de donner une vision de cette région. En l'occurrence, qui est la Lorraine, c'est une région que je connais bien. J'y ai vécu pendant les 20 premières années de ma vie. J'avais envie quand même de donner une vision assez contrastée. Justement, de ne pas m'enfermer non plus dans un aspect trop pessimiste de cette région, parce que je crois qu'en fait, cette région, elle est traversée de contradictions. Elle connaît en fait des succès économiques, des succès culturels, et puis évidemment, elle connaît aussi des désillusions. Et puis, c'est aussi une région finalement qui est traversée de contradictions pour son accueil. Pour moi, ça reste une région éminemment accueillante. Vraiment, je pense que c'est une des plus belles régions pour ça. Et puis en même temps, on peut s'apercevoir qu'effectivement, à bien des égards, elle peut se refermer aussi sur elle-même. Donc, oui, ce père, finalement, il est un peu le reflet de ces contradictions. Et c'était ce qui m'intéressait aussi, c'était que ces personnages soient un peu le reflet, soient également, eux aussi, traversés de ces contradictions. Et cette région, finalement, était un lieu parfait pour ça. Mais cette région, comme d'autres, une fois encore, sont des régions où on peut noter, souligner la perte du collectif, où les solitudes s'installent aussi. Il y a peut-être à travers à la fois des sports comme le football, à travers certains engagements, et ce sera le cas de celui du fils, l'envie de retrouver la force d'un collectif, en tout cas du groupe, dans cet engagement-là. Ce qui est étonnant, c'est qu'à travers ce roman, ce ne sont pas tellement les choix du fils, son basculement à lui que vous allez chercher à comprendre. En tout cas, ce n'est pas son parti que vous prenez, sa voix que vous adoptez, mais bien celle du père, pour comprendre ses silences à lui, son impuissance, ses regrets, sa peur d'avoir mal fait quelque part, en fait. Et vous racontez très justement aussi ces réunions de la section du Parti socialiste, où on était si nombreux avant, et il y a plus que 4-5 personnes qui viennent, des retraités. Beaucoup attendent l'ouverture de la bouteille pour boire un coup. C'est devenu ça aussi, parmi les transformations, ce que raconte le père dont il est le témoin, lui. Oui, il y a une petite part de vécu, là, pour le coup, là-dedans. Mais c'est vrai que ces réunions peuvent être à la fois tout à fait stimulantes, je veux dire. Mais malheureusement, c'est vrai qu'on peut aussi constater des réunions dont l'audience diminue, s'étiole petit à petit au fil des ans, oui. Je vous propose d'écouter un extrait d'un film qui s'intitule La Cravate, documentaire signé Mathias Théry et Étienne Chailloux. La Cravate suit l'engagement d'un jeune homme de 20 ans à l'extrême droite lors de la dernière campagne présidentielle au cours d'un dîner un peu arrosé. Bastien, c'est lui, le personnage central de ce documentaire, raconte à ses potes comment il a commencé à militer au Front National, devenu RN de Marine Le Pen. T'as pas répondu à sa question. Ouais, il a changé de sujet. Allez, je me suis politisé parce que voilà, j'avais en 2011... T'avais des idées. J'avais mes idées. Et en 2011, j'avais entendu... T'as déjà parlé politique avec eux ou pas? Avec qui? Mais oui, ils savent que je suis au front, que je travaille pour Florent Philippot, y a pas de souci. Et celui-là que j'ai vu c'était au collège. C'était un adjoint à Philippot. Qui, le grand costaud, là? Ouais. Ça, c'est son assistant parlementaire. Et toi, t'es l'assistant de l'assistant parlementaire. Moi, je suis un copain. Non, mais quand on a un bac plus 3, ils peuvent nous embaucher, même si on n'a pas trop les idées. Non. Et on peut mytho sur les idées. Non plus. C'est bon, de toute façon, c'est pas compliqué avant de poser de grosses questions. T'es patriote? Ouais, allez. T'aimes pas les noirs? Allez, c'est parti. J'aime pas les noirs. Et on t'embauche.
Voilà, un documentaire sorti au cinéma au début de l'année. On pense aussi côté fiction à Chez nous, le film de Lucas Bellevaux. Un jour, voilà ce qui se passe dans votre roman. On avait retrouvé Fous étendu sur le canapé, le visage démonté. Il n'avait plus qu'un œil. Toute la partie gauche de son visage n'était qu'une immense plaie, bleue, noire, tuméfiée, à en péter la peau. Est-ce que vous cherchez quand même, à travers aussi ce récit du fils, et comme on l'entend dans ce documentaire, à comprendre ce qui va se jouer, ce qui va empêcher de le retenir, de basculer dans ce moment-là? Je crois que j'explique assez peu finalement pourquoi le fils adopte, va vers ce groupe frontiste. Est-ce que c'est parce que lui-même se l'explique assez peu? Je pense que vous avez tout à fait raison. Je pense que la première raison, c'est que lui-même serait bien en peine peut-être de se l'expliquer. Je ne voulais pas faire un traité de sociologie, c'est-à-dire expliquer comment un jeune peut, dans une région, rejoindre ces thèses, parce que je pense qu'il y a d'autres personnes bien plus talentueuses qui peuvent le faire et qui l'ont déjà fait mieux que moi. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de poser une situation, finalement, et d'interroger, finalement, la relation du père vis-à-vis de ce fils. Initialement, ce roman, il part d'une envie qui était de traiter de la déception. J'avais envie de traiter de la déception d'un père. Est-ce qu'un père peut être déçu par ses enfants? Alors, je précise que ça n'a rien d'autobiographique, mais ça m'intéressait comme thématique. Et cette déception, elle s'inscrit comme ça. Elle s'inscrit parce que, effectivement, le fils ne prend pas du tout le même élan que le père au niveau de ses idées politiques. Cette déception, elle aurait pu se transcrire autrement, mais voilà, c'est en tout cas la thématique que j'ai choisie pour ce texte. C'est ça, l'émotion ou le sentiment que vous aviez envie d'analyser par ce livre vraiment la déception, c'est pas la culpabilité. C'était vraiment ça, hein. C'était de se dire, effectivement, au travers de cette déception, comment après, il y a, et vous l'avez dit, hein, c'est comment la mécanique peut se mettre en place. Est-ce qu'à un moment donné, il y a des minutes qui vont compter plus que d'autres? Des minutes un peu décisives qui vont précipiter les événements. Je suis assez fasciné par ça, d'une manière générale. Me dire, est-ce que la vie peut basculer à une minute près, dans un sens, dans un autre? Alors évidemment, je suis aussi tout à fait attaché à la responsabilité de chacun, à notre libre arbitre, à notre responsabilité d'homme et de femme, mais je suis aussi attentif au coup du destin, au coup du hasard. Et ça, c'est ce qui m'intéressait aussi dans ce livre. Oui, pardon, je vous en prie. Et cette voix du père, en fait, elle m'aide parce que finalement, je ne suis pas obligé de tout raconter. Parce que le père, finalement, apprend des choses après coup. Et finalement, dans la narration de ce texte, ça m'aide beaucoup parce que je peux faire des ellipses, parfois m'éviter de décrire des choses que je n'ai pas forcément envie de décrire. Dont une certaine violence, celle qui aboutit à ce moment-là. Il y a ce moment décisif, comme vous le dites, que vous avez voulu raconter. Peut-être aussi la question du destin, comment s'écrivent nos vies, en fait. Cette acceptation-là. Est-ce qu'il faut se dire qu'au fond, il n'y avait qu'un seul possible? Y en avait-il plusieurs? Vous écrivez et vous racontez, par la voix de votre narrateur, à se demander comment c'était possible. Comment, en traînant avec des fachos, pouvait-on aimer ce que nous avions toujours aimé? Il continue à passer les Jean Ferrat de la moment, comme il l'appelle, comme il le faisait depuis qu'elle était morte. Qu'est-ce qui fait qu'un homme peut changer et écrire sa vie tout à fait autrement? On a évoqué cette première baston où Fous se retrouve étendu sur le canapé, démonté, mais il va y avoir un second round qu'on ne dévoilera pas ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que les torts dans toute cette histoire ne sont pas aussi arrêtés qu'ils peuvent y paraître. La baston, c'était entre les fachos d'extrême droite et les radicaux d'extrême gauche. Et ces deux groupes vont en permanence lutter les uns contre les autres. Au premier procès, le père s'interroge sur son rôle, puis suivra un second procès où il va vivre autrement
ce moment-là, avec une conception de la responsabilité individuelle que vous travaillez. Est-ce qu'elle rejoint d'ailleurs en partie la vérité du procès? Est-ce que c'est pour ça que vous avez choisi cette arène judiciaire ensuite pour tenter de percevoir quelles sont nos propres vérités par rapport à la vérité des autres, celle du groupe de la justice? Oui, tout à fait. Enfin, vous avez tout à fait raison. J'ai eu la... Bon, je ne sais pas si on peut appeler ça la chance, mais j'ai vécu il y a 30 ans une audience d'assises. C'était la toute première. C'était là où l'accusé se présentait, et où c'était la séance, enfin l'audience où on récusait les... Vous étiez juré ou vous aviez appelé à l'aide? J'avais eu l'occasion d'assister à... Et je peux vous dire que ça vous marque pour la vie, en fait. Cette cour, ce lieu, vous habite pour la vie. C'est-à-dire que cette image de l'accusé qui rentre, bon, quel que soit le crime qu'il a pu commettre, ça vous marque. Et effectivement, bon, dans ce texte, je me suis interrogé d'ailleurs de savoir s'il fallait que je retourne au tribunal assister à des audiences. Et je me suis dit finalement, non, peut-être pas. Enfin, j'ai en tout cas ce souvenir suffisamment vif dans ma tête, suffisamment marquant pour écrire là-dessus. Et ces deux rounds, enfin ces deux procès finalement, oui, permettent de poser pas mal de choses, permettent au père, notamment entre les deux, de prendre un certain nombre, enfin de prendre conscience de qui est son fils, et prendre conscience aussi qu'il continue à l'aimer, en fait. Signe de la justesse de votre regard, en tout cas, sur ce qui se joue dans ce théâtre judiciaire, dans ces scènes de procès. Votre roman a été récompensé aussi par le prix littéraire du barreau de Marseille, ce qui raconte aussi bien votre attachement à retranscrire dans ces détails ce qui peut se jouer, effectivement, dans ce moment-là, mais aussi le rôle de chacun, et les avocats, la manière qu'ils ont aussi d'extrapoler les histoires, d'aller chercher peut-être cette autre vérité qui va amadouer les jurés. Au procès, donc, il y a les vérités intimes, personnelles, qui vous échappent, cette parole qui est en jeu, cette histoire qui est récupérée, et ça va marquer énormément votre narrateur, le père. Pourquoi l'aime-t-il? Je vous propose d'écouter les mots de Régis Geoffrey, auteur de Papa au seuil, qui revient sur ce sentiment, sur cette fibre qu'est l'amour paternel, avec ce je ne sais quoi peut-être d'inconditionnel. Je pense que quand on parle de ses parents, quand on parle de son enfance, c'est le moment d'être dans l'optimisme le plus total et dans le bonheur absolu. Parce que finalement, contrairement à ce que a pu dire Freud ou les autres psychanalystes, il y a deux sortes d'enfants. Ceux qui ont été aimés par leurs parents et ceux qui ne l'ont pas été. Moi, j'ai été aimé constamment par mes deux parents. Donc, quand on a été aimé par ses deux parents, j'allais dire on ferme sa gueule, ce que je n'ai pas fait. Mais ce que je veux dire, c'est je n'oserais pas dire que je n'ai pas eu une enfance heureuse. Je n'oserais pas, ce serait scandaleux. Il y a un moment, non, j'ai eu une enfance heureuse parce que j'ai toujours été aimé par mes deux parents, même par mon père. Avec le petit bout de père que j'avais, il m'a toujours aimé. Avec le petit bout de père que j'avais, dit-il, parce qu'il fait le portrait de ce père, enfermé aussi en partie dans son mutisme. C'est aussi cette prise de conscience, celle de votre narrateur, que malgré tout, il ne pourra qu'aimer son fils. Oui, c'est une prise de conscience qui va être aidée, à un moment par l'arrivée. Bon, je ne sais pas si on peut le dévoiler là, mais il va avoir un fait qui va finalement le faire sortir de sa période de sidération. Il va penser son fils mort pendant quelques secondes, et c'est à partir de ce moment-là où toute la mécanique va se remettre en place, où il va reprendre pied finalement, ce père, et il va se dire, bon, c'est mon fils, je l'aime, et il convient que je l'aide. Dans le livre, il y a 3 mots qui apparaissent, et on ne dira pas à quel moment ni pourquoi, sinon on en dévoilerait trop, mais c'est cette idée de la belle vie. Qu'est-ce qu'une belle vie pour vous? C'est une vie qu'on construit, c'est-à-dire c'est une vie qui croise à un certain nombre de moments ce qu'on a pu imaginer. Je pense qu'il y a beaucoup d'équilibre dans une belle vie. C'est une vie où on aura pu se dire « Tiens, j'ai réussi à faire ceci ». Bon, je pense que c'est peut-être ça.
avoir le sentiment d'avoir été, en tout cas, je dirais, moteur de sa vie pendant la grande majorité. Après, justement, ça n'enlève pas les coups du hasard, les coups de destin. Mais se dire que, bon, finalement, au final, on a réussi à la conduire, cette vie. Elle est belle, votre vie, à vous, aujourd'hui ? Oui, elle vient d'être là. Bon, enfin, je veux dire, c'est une année, vous savez, une année pour moi qui est une année à la fois très belle et terrible. Bon, donc, bon, c'est une année où il y a beaucoup de choses qui traversent ma vie, justement, en ce moment. Mais bon, la sortie de ce livre fait que c'est une... en tout cas, je veux dire, ça fait partie des très beaux aspects de cette vie, ouais. Quand je compose une musique, elle est faite pour ce texte-là. C'est-à-dire que selon le texte, la musique est. Autant je suis capable d'expliquer ce que j'écris, pourquoi je l'écris, autant la musique, pour moi, ça vient. Dit à la grand-mère qui l'a dit à son voisin, le voisin à la bouchère à son gamin qui tête folle n'a rien eu de plus urgent que de le dire à l'école à son voisin Pierre-Jean. Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence, c'est comme en enfance, Clémence va bien. Ça sembla d'abord étrange, on s'interrogea un peu sur ce qui parfois dérange la raison de certains vieux. Si quelques mauvaises chutes avaient pu l'handicaper, ou encore une dispute avec ce brave Honoré. Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence est comme en enfance, Clémence va bien. Puis on apprit par son gendre qu'il ne s'était rien passé, mais simplement qu'à l'entendre, elle en avait fait assez. Bien qu'ayant toutes ses jambes, elle reste en son fauteuil, un peu de malice flambe parfois au bord de son œil. Clémence a pris des vacances, Clémence ne fait plus rien. Clémence est comme en enfance, Clémence va bien. Honoré, c'est bien dommage, doit tout faire à la maison, la cuisine et le ménage, le linge et les commissions. Quand il essaie de lui dire de coudre un bouton perdu, elle répond dans un sourire, va, j'ai bien assez cousu. Toutes les Clémences prendraient des vacances, elle ne ferait plus rien. Toutes les Clémences comme en enfance, elle serait bien. Toutes les Clémences prendraient des vacances, elle ne ferait plus rien. Toutes les Clémences comme en enfance se reposeraient enfin. 3 versions des vacances de Clémence par l'auteur-interprète Anne Sylvestre, décédée le 30 novembre dernier, issue de son répertoire pour grands. Cette chanson, quand elle a aussi enchanté des générations d'enfants avec ses fabulettes. Grâce à Anne Sylvestre, une soirée concert en ligne est organisée par le Hall de la Chanson. Ce sera ce samedi 19 décembre à 20h30. Si vous voulez retrouver ces textes, ces chansons d'Anne Sylvestre mises en bouche par d'autres artistes et repris aujourd'hui sous forme d'hommage. Elle dit, Anne Sylvestre, dans cette archive qu'on entendait à l'instant, Laurent Petit-Mangin, quand je compose une musique, elle est faite pour ce texte-là. Est-ce que ça a été pareil pour vous, pour votre écriture, pour le style, pour la plume que vous avez choisie? Parce que la langue de ce roman est très belle et très particulière. Elle présente une sorte de réalisme sans artifice. C'est un langage à la fois de classe mais sans surcharge. On sent que vous aviez envie d'être à la fois fidèle à ce territoire, à cette culture, sans le caricaturer, sans le dénaturer. Cette petite musique, elle est venue toute seule? Bon, déjà, merci beaucoup pour ça, parce qu'effectivement, c'est
c'est une volonté vraiment d'avoir été fidèle à cette première voix qui est apparue quand j'ai commencé les premières pages du texte. Ça a été un travail assez long, c'est-à-dire à chaque fois que j'écrivais un nouveau paragraphe, je relisais finalement le livre depuis le début pour bien être sûr que cette voix était toujours la même, qu'elle ne s'altérait pas. Donc il y a un travail effectivement d'épure sur cette voix, et en même temps de lui laisser un peu son côté un peu rude, âpre, parfois, dans certaines expressions. Donc oui, c'est vraiment pour le coup effectivement une voix qui ne se reproduira pas, je pense en fait. C'est-à-dire dans d'autres textes que je vais pouvoir écrire, je pense que la voix sera quand même sensiblement différente. Là, c'était la voix de ce père et elle est unique en fait. Laurent Petit-Mangin, vous êtes originaire de Metz, d'une famille de cheminots. Vous bossez aujourd'hui à Air France. À votre tour, vous avez fondé une famille, mais on reste toujours aussi un fils d'eux, le fils d'eux. Est-ce que cet amour de la langue vous est venu aussi de vos parents, des textes, des écrivains ? Oui, il y a un grand amour des livres chez mes parents. Il y a une très belle bibliothèque. Ça fait partie d'ailleurs, je pense, de leurs soucis constants quand j'ai été enfant avec ma petite sœur, de s'éduquer, de comprendre, de lire, de s'ouvrir à d'autres voies. Je pense que ça fait partie aussi de ce que j'ai voulu aussi dire dans ce livre, c'est-à-dire que justement on décrit souvent des régions un petit peu déconsidérées, mais finalement ce sont des régions qui pour autant se prennent quand même en main, qui lisent, qui font plein de choses, qui essaient de vivre et d'ouvrir les champs du possible. Donc en tout cas moi dans ma famille ça s'est passé comme ça, oui, j'ai bénéficié effectivement de l'amour des livres de mes parents, mais c'était c'est un de leurs cadeaux préférés de m'offrir des beaux livres, de m'offrir des Camus, de m'offrir des livres comme ça. Et vous le disiez, vous avez vécu une année difficile, à la fois parce qu'il y a eu le bonheur de ce premier roman qui est sorti, mais aussi parce que vous venez récemment de perdre votre mère, qui vous a beaucoup donné dans cette transmission-là. C'était peut-être le plus beau cadeau que vous pouviez lui faire que d'arriver au bout de ce livre, en fait. Oui, il y a évidemment un côté très triste, parce que je pense que... elle a vu, je pense, le démarrage du livre, et je pense qu'elle en a été contente. J'aurais aimé qu'elle puisse voir davantage, mais bon. Mais elle a vu le livre et elle vous a vu vous en écrivant. Elle l'a lu. Oui. Je pense que d'ailleurs c'était un de ses plus beaux efforts sur ces derniers mois, d'arriver encore à lire. Elle l'a partagé avec ses infirmières. Ça, je suis déjà très content de ça, effectivement. Et ce roman, ce premier roman, ce n'est pas une anomalie. Vous êtes maintenant un écrivain à part entière, Laurent Petit-Mangin. On vous attend pour le prochain, en espérant que ce roman va vous donner des ailes. Il a paru, je le rappelle, à la Manufacture de Livres. Salutations aussi à votre éditeur, parce que c'est de cette belle collaboration, de sa belle lecture aussi, qu'est née son envie d'éditer ce roman, le seul qu'il a fait paraître pour cette petite maison d'édition à la rentrée. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, Olivia.